Il me dit vous voulez un enfant ? Et là, je le regarde, je réponds pas, parce que je crois que je suis sidérée de sa question. Tu m'étonnes. Il me dit non, je vais reposer ma question. Vous pouvez faire un enfant dans l'année qui vient ? Et je crois que je me rappelle plus vraiment, mais je crois que je me mets un peu à rire et en disant non, pourquoi ? Il me dit écoutez, on va devoir faire des examens poussés, mais là ce que je vois montre une capacité à procréer très faible et je pense qu'il me dit cette phrase, je pense qu'il vous reste plus longtemps. Waouh. Et c'est là où il me demande, il me dit mais j'insiste, c'est pas possible pour vous là, vous n'avez pas le projet de faire un bébé dans l'année ? Alors écoutez, on est en février, je sais pas ce qui va se passer, mais non, j'ai pas prévu, non. Faudrait peut-être d'abord trouver un daron. Exactement. Pour commencer, peut-être. Voilà. Ça peut être pas mal. Exécuté par qui ? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daronne, le podcast où chaque mardi à partir de 6h du matin, je donne la parole à une mère pour lui faire causer de son expérience de la maternité sous tous les angles. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions. En tout cas, moi, je les trouve super. Et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès. Je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité. Je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com. fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Kelly donc, salut. Salut. Bienvenue. Merci beaucoup. Dans Histoire de Daronne. Eh oui. Ça te fait quoi de venir parler dans Histoire de Daronne ? Sachant que je suis pas une daronne, oui. Peut-être un jour. C'est pour ça que je te pose la question. Écoute, ça va. Ça va. Ouais. C'est ok. C'est ok. Je suis pas une daronne, mais peut-être que j'en serai une un jour, donc pourquoi pas. Tu dis ça parce que la raison pour laquelle tu es là, c'est que tu as mis en place et tu as suivi, et tu es en cours, hein, si je me trompe pas, c'est ça ? Toujours, oui. De processus pour faire congeler tes ovocytes. Exactement. A priori, l'épisode que j'ai enregistré avec Justine sera dispo avant le tien, donc je mettrai le lien directement dans les notes de cet épisode. Super. Justine qui, elle, a fait cette opération, en tout cas ce prélèvement, cette congélation à 31 ans, si je ne me trompe pas. Toi, t'as quel âge ? Moi, j'ai 36. T'as 36 ans. Oui. Si je ne me trompe pas, selon la loi bioéthique, t'es limite, non ? C'est ça, t'es dans la limite haute, c'est ça ? En fait, vu que la démarche, elle a déjà démarré il y a 1 an, une bonne année et demie, j'étais encore un peu large. Presque juste, mais un peu large. Mon médecin m'a expliqué il n'y a pas si longtemps que ça, cet été, que c'était normalement 37. Sauf problématique médicale, je crois qu'il peut y avoir une petite dérogation jusque 38. Mais c'est une petite subtilité où je ne connais pas bien le cadre légal, mais il me l'a dit comme ça. Donc je suis encore dans le cadre. Voilà. Et alors, on a eu plein de discussions avant l'interview où je t'ai posé des questions très indiscrètes sur ta situation personnelle. Oui. Et désolé d'avoir fait ça, mais pour moi, en fait, il y a une logique aussi derrière qui est, pour moi, c'est pas forcément la même décision, mais peut-être que c'est une connerie, tu vois, c'est un truc peut-être que je projetais, tu vois. C'est pas forcément la même décision si tu décides de faire ça quand t'es en couple, quand t'es célibataire. Et toi, pour le coup, t'es célibataire. Exactement. Alors, je vais te poser la question que je pose à tout le monde dans ce podcast. En fait, d'où t'es venu ce désir de maternité ? D'où te vient ce désir de maternité ?
L'histoire, elle est un peu particulière parce que comment te dire, le désir de maternité, il est venu très tard. Je pourrais même pas dire qu'il est à 100% là aujourd'hui. Ok. J'ai passé une partie de ma vie d'adulte à être persuadée que je ne voulais pas d'enfant. En tout cas, j'ai jamais dit... c'était pas jamais, c'était je suis bien comme ça, j'arrive pas à me projeter avec un enfant. Je n'étais pas du tout, stressée par le temps, par l'âge, tout ça. J'avais conscience intellectuellement, mais j'étais pas, moi, dans ma vie, j'étais pas du tout stressée par ça. J'ai même eu une période de ma vie, début de vie d'adulte, presque phobique des enfants. Tu vois, entendre un bébé pleurer, tout ça. Ça te faisait peur ? Oui. J'étais pas du tout à l'aise. Ça a beaucoup changé depuis, mais j'étais pas du tout à l'aise. Donc j'étais persuadée... T'as le droit, hein. T'es en train de t'excuser. C'est pas une honte. Non, mais en fait, ça a tellement changé parce qu'aujourd'hui, avant, j'accompagnais pas non plus les bébés. Et aujourd'hui, dans mon métier, je commence à accompagner la périnatalité. Okay. En fait, tout ça a un lien avec ce que j'ai vécu. Ok. Je te le redirai tout à l'heure. C'est quoi ton métier ? Parce que tu le dis là comme ça en passant, mais... Je suis psychologue. Voilà. Voilà. On peut pas donner qu'un bout aux gens. Non, c'est pas possible. Sinon, ils vont pas comprendre l'histoire. Puis ils vont s'arrêter là dans l'écoute, tu sais. On dirait, oh là là, elle est chiante Kelly, elle raconte tout à moitié. C'est pas question. On comprend rien. Moi, je vais écouter un autre épisode. Exactement. Donc non, pour te refaire le film, effectivement, j'étais presque phobique des enfants. J'étais pas du tout à l'aise avec eux. Et je projetais pas du tout ma vie d'adulte. En couple, oui. Avec des enfants, pas du tout. À chaque fois que j'ai eu des relations sérieuses, je faisais un peu cet exercice, tu sais, de fermer les yeux et d'imaginer avec la personne avec qui j'étais en couple, avec un bébé en plus. C'était un exercice de visualisation. Systématiquement, ça me déclenchait une crise d'angoisse. Ah oui. La réponse était claire. Oui. Voilà. Donc, je me suis pas beaucoup posé de questions sur ma maternité. Et il y a eu une histoire particulière qui, pour la première fois de ma vie, m'a donné envie d'avoir un enfant avec cette personne. Tu vois, c'était pas qu'un désir de maternité, c'était un désir d'avoir un enfant avec cette personne en tant que père. Ouais. Et... Quelle idée, vraiment. Comment ? Rencontrer le grand amour, comme ça. Comme ça. Après, je sais pas si c'est le grand amour, en tout cas, ça a déclenché quelque chose. Tu vois, j'ai refait l'exercice de visualisation avec cette personne. C'est lui qui a, je vais pas dire qui a poussé, mais c'est plus lui qui avait abordé le sujet. Pas qu'on ait forcément un enfant ensemble, mais de manière un peu détournée. Et on n'était pas en relation officielle. C'est important. Okay. Comment t'abordes le sujet de façon détournée ? Je sais pas. Je plante une graine, je l'arrose. Qu'est-ce que tu en dis, Kelly ? Je sais pas. Je sais même plus vraiment comment ça s'est passé. En tout cas, pour le coup, il t'a planté une graine. Il m'a planté une graine, exactement. Et le jour où moi, j'ai fait cet exercice de visualisation, là, j'avais pas de crise d'angoisse. Donc, j'ai pas compris ce qui se passait. J'ai pas compris ce qui m'arrivait. Mais notre relation n'a pas continué, pour diverses raisons. Et j'ai décidé de couper les ponts avec cette personne pour avancer dans ma vie. Et je crois que c'est quelques mois plus tard. Allez, je pense que ça se passe à peu près en octobre. Et en février-mars, mon médecin généraliste me dit quand même les douleurs que vous avez pendant vos règles, ça fait des années que vous les supportez, mais elles ne me semblent pas normales. Je sais que vous vivez très bien avec, vous avez appris à les gérer. Mais il est peut-être temps quand même de faire un dépistage d'endométriose. C'était son hypothèse. Et je lui dis, ok, si vous voulez, mais bon... Enfin, je voyais un peu comme une perte de temps, je vais aller faire des rendez-vous, alors qu'en fait, même si on me dit que j'ai l'endométriose, qu'est-ce que ça va changer en soi, parce que je gère déjà. Et elle me dit, si, j'ai un super spécialiste dans le quartier. Voilà, prenez un rendez-vous avec. Je prends un rendez-vous avec lui, et là, il me dit, vous avez un énorme kyste sur un ovaire. Il faut savoir qu'à mes 15 ans, je me fais déjà opérer en urgence d'un kyste sur un ovaire, parce que je suis à 2 doigts de perdre mon ovaire. Ah ouais. Et donc, je lui ai dit, vous inquiétez pas, j'ai des kystes depuis des années, ils grossissent, ils repartent, tant que j'ai pas de douleur, je m'inquiète pas, je suis pas du tout étonnée d'en avoir, tout va bien. Il me dit, ok, mais du coup, je pense pas qu'il y ait de l'endométriose, mais vu que je vois pas très bien, j'aimerais bien qu'on puisse se revoir dans 2 mois. Et là encore, je suis un peu en train de rejeter le truc, je lui dis, non, mais tout va bien, tu vois, il n'y a pas de problématique, je souffre pas, j'ai pas mal, tout va bien, il n'y a pas besoin de se revoir. Il y a des gens, je pense, tu vois, c'est quelqu'un qui est très pris, je me dis, un rendez-vous servirait plus à une autre personne, quoi. Mais tu fuis un peu
le sujet, là, à ce moment-là, toi qui es psy, ou alors il y a un vrai côté, ça m'intéresse pas, ou... Non, il y a un côté, j'ai un kyste, mais c'est pas le premier. Il prend toute la taille de mon ovaire, ok. Mais... C'est un gros kyste. Oui, mais si tu veux, en fait, vu que vraiment, j'ai mis du temps à stabiliser mes douleurs, mais aujourd'hui, elles sont stables. C'est pas confortable, mais je les gère, je vis avec. Je me dis, mais il n'y a pas... Tu vois, s'il m'avait dit, je vois quelque chose d'important ou autre, ok, on se revoit. Là, il me dit, je vois un kyste, et vu que je vois pas tout, je préfère qu'on se revoie. Ok, sur le principe, ok. Mais en fait, je vois pas où est l'urgence, je vois pas où vraiment est l'intérêt du rendez-vous. Tu sais, en tant que mec, je sais que là, je vais interpeller peut-être certaines meufs, mais en fait, je ne comprends pas à quel point vous arrivez à vivre comme ça avec des douleurs de règles toute votre vie, depuis que vous avez 12, 13, 14 ans, quoi. Et que, voilà, ça fait partie... C'est la vie, quoi. Voilà. C'est package. Hein, T'as juste envie de crever pendant quelques jours chaque mois. Je suis mais pourquoi faire, quoi? Ben oui. Mais la preuve, tu vois, tu dis non, mais en fait, j'ai stabilisé. Je morfle, mais j'ai stabilisé, donc ça va. Je suis là, mais non, en fait, oui. Incroyable. Et ça a commencé les douleurs à mes 15 ans, justement après cette opération. Donc, il y a eu la pilule pendant des années pour stopper les douleurs. Après, j'ai plus du tout voulu avoir d'hormones. Donc, j'ai fait le choix. Ça fait 5 ans que j'ai plus aucune hormone. Donc, tu vois, peut-être un peu cette fierté de se dire non, mais je gère, hein, c'est stable. Hein. Je suis une bonne homme. Quand même. Hein. Voilà. Donc, je suivrai toujours un conseil du médecin. Donc, j'accepte son rendez-vous. Mais à l'intérieur de moi, je me dis, allez, dans 2 mois, il faut reprendre 2-3 heures de créneau pour ça, quoi. J'y retourne, mais j'y retourne avec une légèreté incroyable. En plus, il me dit qu'il voit pas d'endométriose, donc je me dis, presque, tu vois, du coup, en fait, mes douleurs, elles sont pas liées à quelque chose. Elles sont dans ma tête, ou c'est moi qui est un peu chochotte. Je pense que c'est très courant à beaucoup de femmes, ça, tu vois. Je pourrais en parler avec beaucoup de patientes. Oui. Beaucoup d'amis, on a beaucoup cette réflexion. Donc, je vais à ce rendez-vous. C'est incroyable. Ouais, tu vois. Bon, bref, ça me fume. Très bien. Je suis très heureux de faire ce podcast justement pour ça, quoi, pour ce genre de... Ouais. Je suis chochotte. Ouais. Et vraiment, hein, quand on en parle entre femmes, on a beaucoup ce point commun. Alors que moi, de mon point de vue, en tant que mec, c'est nous les chochottes. Ouais, c'est intéressant. Parce que franchement, moi, j'ai vu mon ex-femme accoucher 2 fois. J'ai fait... Je veux pas du tout être à ta place, hein. Vraiment. Très très bien, là, ce truc de donner la vie et tout, hein, mais... Ouais. Ton job à toi. Ouais. Moi, je suis là. Là. Ouais, complètement. Mais... C'est pour ça qu'on dit que les cordonniers sont les moins bien chaussés. C'est que moi, je suis la première à dire à mes patientes qui ont des douleurs de règles que c'est pas normal. Tu vois. Et quand c'est pour toi. Oui, quand ça te concerne, c'est plus dur. Exactement. Ok. Donc, je vais à ce rendez-vous avec une légèreté en me disant, allez, il me fait l'écho, ça dure 10 minutes à tout casser et je repars dans ma vie, quoi. Et là, il me dit, bonne nouvelle, le kyste a disparu. Je dis, je vous avais dit. C'est normal. Ça va, ça vient. Voilà, ça va, ça vient. Et il me dit, oui, par contre, je vois autre chose. Et là, je me dis, peut-être que finalement, il voit de l'endométriose. Et je vois quand même qu'il insiste. Quand tu es une femme et que tu vas voir un gynéco, en plus un spécialiste, et je l'ai vécu pour les grosseurs dans les seins, quand il voit qu'ils s'attardent, qu'ils te parlent pas et qu'ils font plein de mesures, tu te dis, ça sent mauvais. Quand c'est rapide et qu'ils te disent tout de suite, il n'y a pas de problème. Quand ils commencent à s'attarder, ça sent très, très, très mauvais. Et donc, il s'attarde et il me pose cette question de but en blanc. Et pourtant, c'est un gynéco-homme. Et pour avoir eu, ça aussi, c'est une autre problématique, pour avoir eu beaucoup de gynécos, c'est les médecins de l'intime. Et je crois que c'est les personnes les moins délicates qu'on peut trouver. Pas forcément au niveau, tu sais, de l'auscultation. Enfin, je ne dis pas pour... de l'examen médical, mais plutôt dans l'écoute, dans la manière de dire les choses. C'est quand même quelqu'un de super. Il faut que je le dise, c'est un gynéco super. Mais il est très cash et il me dit, il me pose cette question. Je suis à 10 000 lieues d'imaginer sa question. Il me dit, vous voulez un enfant? Et là, je le regarde, je réponds pas, parce que je crois que je suis sidérée de sa question. Tu m'étonnes. Il me dit, non, je vais reposer ma question. Vous pouvez faire un enfant dans l'année qui vient? Et je crois que je me rappelle plus vraiment, mais je crois que je me mets un peu à rire et en disant non, pourquoi?
Il me dit, écoutez, on va devoir faire des examens poussés, mais là, ce que je vois montre une capacité à procréer très faible, et je pense qu'il me dit cette phrase, je pense qu'il vous reste plus longtemps. Waouh. Et c'est là où il me demande, il me dit, mais j'insiste, c'est pas possible pour vous là, enfin, vous n'avez pas le projet de faire un bébé dans l'année? Alors écoutez, on est en février, je sais pas ce qui va se passer, mais non, j'ai pas prévu, non. On aurait peut-être d'abord trouvé un daron. Exactement. Pour commencer, peut-être. Voilà. Ça peut être pas mal. Et, parce que tu es célibataire à l'époque. À l'époque, je suis célibataire, exactement. Donc, et du coup, je viens d'arrêter. J'ai pas arrêté cette histoire parce qu'elle n'était pas officielle, mais je coupe les ponts avec cette personne qui m'a donné pour la première fois envie d'avoir un bébé. Et c'est là où je crois que je le vis comme une épreuve de dire, alors, j'ai une grande spiritualité qui était déjà présente et qui s'est encore ouverte depuis. Et je crois qu'à l'intérieur de moi, j'ai le réflexe de regarder là-haut et de dire, alors, c'est quoi? Faut que je comprenne quoi de ça? Si je n'avais pas eu ce premier déclic, et je pense que si ce médecin m'avait dit ça, en soi, en même temps, j'ai pas de désir d'enfant, j'ai pas de désir de maternité, ça peut me contrarier, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir eu un déclic quelques mois auparavant. Ça change tout. Incroyable. Ça change tout. Et je sors de ce rendez-vous parce qu'il me donne une liste incroyable de... Je te coupe, mais qu'est-ce qui t'a répondu là-haut alors? Parce que je m'intéresse à... Ouais. À l'époque... Est-ce que tu as une connexion directe? Ouais, j'ai une connexion directe, ouais. À l'époque, je suis tellement, je pense, dans mon émotionnel que quand je pose cette question, si tu veux, il y a que mon mental qui dit rien. Il n'y a rien. Voilà. Après, j'ai compris d'autres choses, mais sur le moment, je ne comprends pas. Et je sors de ce rendez-vous avec une liste incroyable d'examens à faire. Et je suis sidérée. Et ça, c'est un état psychique qui est hyper intéressant. C'est que je marche dans la rue, je ne sais pas où je vais, je ne sais même plus comment je m'appelle. Et je suis incapable de dire si j'ai un rendez-vous, si j'ai un truc, je marche, je fais que marcher. Et d'un coup, je m'arrête contre un mur, et là, je me mets à pleurer. Et ça sort, je pleure, et réflexe, je me dis, il faut que j'appelle quelqu'un de ma famille, tu vois, je peux pas... Voilà, il faut que j'en parle. Pourquoi tu pleures? En fait, c'est une bonne question. Pourquoi je pleure? Je pleure parce que je suis sous le choc de cette annonce, auquel je suis pas du tout préparée. Je suis préparée à un je suis préparée à l'endométriose, je suis préparée à beaucoup de choses, mais pas à ça. Parce que vu que je ne viens pas le consulter pour ça, j'ai pas posé la question. On me donne une information que j'ai pas cherché à avoir. Donc je suis sidérée. Donc je pense que je pleure d'abord pour le choc émotionnel que ça fait. Et pour être transparente, je pense que l'émotionnel que j'ai eu, ça a été de me dire, je crois que j'en voulais à cette personne avec qui la continuité n'a pas pu exister dans notre relation. Ah, ok. Ça te renvoie aussi à cette histoire avortée, quoi, finalement. Oui, exactement. Ok. Ça me renvoie à ça. Donc, tu lui en voulais de t'avoir fait le déclic, c'est ça? De t'avoir mis la graine, justement? Non, je lui en veux pas d'avoir fait le déclic, parce que je pense que ça, c'est quand même un cadeau assez extraordinaire qu'il m'a fait. Non, sur le moment, je suis en colère qu'il soit pas là. Ok. Je suis en colère que notre histoire n'ait pas continué. Je suis en colère qu'il soit pas là avec moi. En fait, je suis en colère de vivre ça seule. C'était une histoire pas officielle, c'est ça? Exactement. Voilà. Un gars marié, quoi. Non, du tout. Ah bon? Ah non, je ferais jamais ça. Ah non. Bah, tu pourrais. Ah oui, je pourrais. Je jugerais pas. Tu dis, je ferais jamais ça. Je suis là, non, ok. Parce que c'est pas du tout aligné avec mes valeurs. Ok. Donc non, pas du tout. Non, c'était une... Moi, je suis pas là pour juger, hein, tu vois. C'est juste, quand tu me dis pas officiel, je me dis, bon, bah, ok, c'est pas officiel. Forcément, il y a une histoire officielle à côté, peut-être, je sais pas. Oui, je sais pas si j'ai choisi le bon mot. C'était quelqu'un d'important dans ma vie, mais où l'investissement pour une vraie relation n'était pas faisable. Ok. Je vais le dire comme ça. Ça fait un peu... En tout cas, voilà, je pense que je ressens un melting pot d'émotions. Et je reste sidérée tout le long de la journée. J'appelle mes proches, ma famille. Naturellement, quand tes proches te sentent pas bien, ils ont qu'un réflexe, c'est d'essayer de te rassurer, mais en te disant des phrases que tu veux pas du tout entendre. Je sais pas si c'est une si bonne idée que ça, en fait. Non. D'appeler les gens à l'aide. Non, du tout. Je trouve vraiment, quand tu vas pas bien, faut avoir peut-être une personne
Tu vois en qui tu te dis, cette personne-là va avoir les bons mots. Oui. En fait, il faut une personne qui soit à l'écoute. Et quand je dis ça, c'est pas du tout contre mes proches. Oui. C'est vraiment être à l'écoute, c'est-à-dire résister à donner des conseils. Tu vois ? Oui. On n'a pas envie d'entendre de conseils à ce moment-là, on veut juste être écouté. On veut juste que notre émotionnel il puisse être accueilli. Bon, là, c'est vraiment ma casquette de psy aussi, je pense. Mais c'est un très bon conseil pour les gens qui peuvent se retrouver dans la situation d'être à l'écoute. Si un jour on vous appelle, peut-être parfois, ça vaut la peine. Et puis, j'ai beaucoup fait ça, moi. Donner des conseils non sollicités. Oh là là. Mais on fait tout ça, parce que c'est presque insupportable de voir quelqu'un que tu apprécies ou que tu aimes être mal. Donc, tu as envie que ça s'arrête, tu as envie que la personne aille mieux. Tu as envie qu'elle se taise. Tu peux arrêter de pleurer, s'il te plaît, là ? Ça me fout mal à l'aise. Moi, je sais pas comment gérer mes émotions, donc s'il te plaît, arrête de pleurer. Ouais, ça me fout mal à l'aise, donc si tu pouvais arrêter, ça serait cool. Ouais, c'est ça. Donc, je trouve que le meilleur conseil que je peux donner, si jamais ça arrive à quelqu'un à ce moment-là, c'est de demander à l'autre, tu as besoin de quoi ? C'est un super conseil. Ouais. Comment je peux t'aider ? Exactement. Si moi, on m'avait dit à ce moment-là, encore une fois, il n'y a aucun reproche sur mon entourage, mais si on m'avait posé cette question, tu as besoin de quoi ? Je crois que j'aurais dit, laisse-moi déverser ma colère, ma frustration, mon incompréhension de la situation. Laisse-moi déverser, laisse-moi dire à quel point je trouve ça injuste tout de suite maintenant. Je comprends. Ok. Voilà. Donc, je le revois, pour faire court, je le revois quelques temps plus tard, avec les résultats d'examen. Quand tu regardes cette analyse de sang, t'es pas médecin, mais tu vois bien que sur les normes ou tu vois les tranches, si tu es entre ça et ça et que t'es presque tout en bas, tu dis bon, peut-être un truc. Et quand je le revois, il me confirme, il me dit bah oui, mon hypothèse face à l'échographie est confirmée. Vos résultats montrent une faible capacité à procréer. Et c'est là qu'il m'apprend quelque chose. Et là, tu te dis ah ouais, en tant que femme, on connaît peut-être pas si bien notre corps que ça. Il m'explique qu'on a un peu comme une capacité ovarienne, c'est-à-dire qu'on vient au monde, nous, les femmes. Moi, j'aime bien l'appeler un sac de billes. On vient au monde avec un sac de billes. Il y a des petites ovocytes ou follicules, je sais pas, j'arrive jamais à différencier les deux. En tout cas, on a un petit sac de billes. Et on n'aura pas toutes le même nombre de billes dedans. Et en plus de ça, on peut avoir d'autres facteurs qui vont faire que notre sac de billes va s'épuiser plus vite. Moi, le mien, apparemment, il était un peu moins chargé que d'autres. J'avais un petit peu moins de billes, déjà. Et en plus de ça, l'âge fait que plus j'ai des cycles, plus j'en perds. Parce qu'à chaque cycle, mon corps dit, tiens, on va donner 2 billes, 3 billes, 6 billes. Voilà. Et du coup, au fur et à mesure du temps, t'en as moins. Et en plus, plus tu vieillis, plus ton sac se vide. Et par aussi l'opération que j'ai eue à mes 15 ans, c'est une hypothèse que les gynécos de Cochin ont eue. Okay. Ça a impacté un petit peu ma capacité à procréer. Donc, il m'explique que tous les indicateurs montrent que normalement, d'ici 1 an, je ne pourrais plus faire de bébé naturellement. Et que si aujourd'hui j'essayais d'en faire un, ça pourrait peut-être marcher, mais encore une fois, la probabilité est plus faible que la majorité des femmes, allez, on va dire au début trentaine. Donc, je sors de là un petit peu moins sidérée, mais si oui, il me pose cette question du coup qui est importante. Non, il me pose pas une question, il me donne une affirmation. Il me dit, je pense que vous êtes du coup une très bonne candidate pour la préservation des ovocytes. Presque l'impression d'avoir remporté un truc, quoi. Tu sors avec une médaille. Vous êtes une bonne candidate. Il le tourne de façon positive, quoi. C'est un peu malin, c'est la psychologie inversée. C'est ça. Bravo. C'est ça. Ok. Et là où il est top, c'est que ça s'enchaîne très vite. Il m'envoie des courriers et il me donne toute la liste en fait des hôpitaux, des gynécos privés. Je décide de prendre 1 semaine de vacances au bord de la mer pour prendre ma décision. Je sais que c'est bien de le faire, mais je sais pas si je veux le faire. Et durant cette semaine, Pourquoi t'hésites ? Pourquoi j'hésite ? Parce que ce désir de maternité, du coup, n'a tellement pas été souvent là dans ma vie que je me dis, est-ce que ça serait vraiment grave de pas avoir d'enfant ? Est-ce que je serais pas heureuse si j'ai pas de bébé ? Tu vois, je me pose vraiment cette question. Est-ce que mon bonheur ne dépend que du fait d'avoir cet enfant ? C'est une question incroyable.
Ouais. Et où c'est dur d'avoir des réponses à ça. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. Est-ce que mon bonheur tient au fait que je saute de ce pont, tu vois? Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Tu peux pas savoir tant que t'as pas sauté. Exactement. Parce que à l'époque, je sais pas tout encore, mais il me donne des grandes lignes de ce qui va se passer. Et je me dis, je vais pas vivre ça si en fait j'ai pas de désir d'enfant. Tu vois, je vais pas, voilà. Et t'as un peu ce stress parce que il te fait bien comprendre que en fait, plus les mois passent, donc plus tes cycles passent, bah, et le temps d'attente est long. Je connais pas encore les délais à cette époque, mais tu te sens un peu pressé, quoi. Et là, je ressens mieux, si tu veux, la pression temporelle que beaucoup de mes amis ou de mes patientes peuvent ressentir en me disant il y a l'horloge biologique. Moi, je l'avais pas jusque-là, cette histoire d'horloge biologique. Pas du tout. Pas du tout. J'ai énormément investi dans mon travail. Je te disais tout à l'heure, c'est ma passion, donc je sais pas, je crois que je me laissais porter par les événements de vie et j'étais pas du tout connectée à cette horloge biologique. Et là, bah, t'as une épreuve qui tombe et puis ça te force à te questionner, du coup. Et t'as pas eu ce réflexe de te dire non, mais en fait, toute ma vie, je me suis pas penché dessus, c'était peut-être pour une bonne raison. Bah, si j'avais pas eu ce déclic, c'est exactement ce que je me serais dit, je pense. Saloperie de déclic, hein. Ah. Pour moi, le chemin normal, ça aurait été soit j'ai pas le déclic quelques mois avant, et au pire, il m'arrive ça ou il ne m'arrive pas ça, mais pas dans cet ordre-là. Tu vois, je me dis, mais... Et c'est là où je crois que je me dis, ça n'arrive vraiment pas pour rien. Si c'est dans cet ordre-là, c'est que je dois traverser un truc, tu vois, voilà. Bon, bref, je passe les détails. Ok. Donc, je prends la décision. Je choisis Cochin, parce que j'ai une liste. Plusieurs personnes m'avaient dit que Cochin était peut-être l'hôpital le plus réputé, le plus calé. C'est un hôpital parisien pour les gens qui ne l'ont pas. Exactement. Et on m'avait dit que les gynécos privés qui le faisaient avaient bien sûr des disponibilités beaucoup plus rapides. Et je crois que j'avais vraiment envie du cadre de l'hôpital, quelque chose d'hyper sécure. En me disant, si au pire, il se passe un truc, ça se passe mal. Tu vois, le scénario catastrophe, il y a la réa, il y a tout. Tu vois, je me dis, ouais, j'imagine le scénario catastrophe et je me dis, non, je me sens vraiment sécure à l'hôpital. C'est là qu'il faut que ça se passe. Tu te fais vraiment un scénario catastrophe? Ah oui, oui. Oui, oui. Pourquoi? Je me fais scénario catastrophe parce que juste avant que ça m'arrive, j'ai eu 2 patientes qui ont fait cette démarche. Et les 2, ça a un petit peu dérapé. Très bien. L'idée n'étant pas ici de... Pas du tout. Je regarde mon enregistreur, tu sais, parce qu'à chaque fois que je regarde mon enregistreur, je suis allé un peu là, je suis en train de parler aux gens qui sont en train d'écouter. Nous ne sommes pas ici pour déclencher... Absolument pas. La trouille, quoi, tu vois. Absolument pas, mais c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de renseignements après, c'est que j'avais besoin de connaître la réalité de tout ce qui pouvait se passer. Ça peut être une démarche hyper simple. Au niveau médical, ça peut très bien se passer. Oui, c'est plutôt bénin comme opération. Alors, en soi, l'opération est bénigne. C'est plutôt le avant et après où il peut se passer des choses. On t'injecte quand même un bon tas d'hormones. Oui. Tu sais pas comment ton corps va réagir. Moi, les médecins ont été hyper précautionneux parce que j'avais déjà fait une phlébite. Et j'avais des embolies dans ma famille. Oui. Je te passe des détails, mais en fait, c'est une réalité. C'est-à-dire que on va venir t'injecter des produits et ça peut se passer, mais vraiment, je sais pas si le mot facile est possible, mais en tout cas, ça peut très bien se passer du début à la fin et c'est la majorité des femmes. Oui, puis c'est globalement un truc qui se serait passé si tu avais été enceinte ou si tu seras enceinte, tu seras également suivie, quoi. Mais oui. Parce que tu as un risque dans la famille. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, oui, j'ai besoin à ce moment-là de me sentir sécure et l'hôpital est la meilleure réponse pour moi. Et à partir du moment où j'envoie mon courrier, on me donne un rendez-vous peut-être une semaine après. Je crois que j'ai l'illusion que ça va aller très vite, mais pas du tout. Donc, j'ai un rendez-vous une semaine après et quand je fais la consultation avec le gynéco, en gros, je comprends que... alors, attends, on est en mars, je crois.
Je le vois en mars 2021. Et j'ai eu ma ponction, ma première ponction du coup. Non, je dis des bêtises. On est en 2023, ça marche pas. Non, je le contacte en 2022, 2022, alors, c'est ça. C'est ça, mars 2022, je le contacte. Et du coup, j'ai ma première ponction là en juillet 2023. 1 an et quelques. Voilà. À peu près 1 an et demi. Exactement. Ça t'intéresse ou pas les détails des... Oui. Bon. Du coup, tu as un premier rendez-vous avec le gynéco. Et là, tu repars. Alors, c'est pas avec une page d'ordonnance, hein. T'en as 5. Finalement, les examens qu'il me fait faire sont hyper intéressants parce que, ça confirme que ma capacité à procréer est très faible. Mais surtout, je vais dans une clinique de la fertilité à Paris qui a été super, avec bien sûr des appareils d'échographie qui sont poussés plus. Et là, en fait, on me trouve de l'endométriose. Incroyable. Voilà. Mais c'est de l'adénomiose. Ça se situe pas là où, initialement, ça se trouve dans la définition de l'endométriose. Mais ça en est quand même. Et pourtant, ça doit être un peu une mauvaise nouvelle, mais je ressors très soulagée, très heureuse de le savoir. Parce que c'est là, justement, où tu te dis, c'était pas dans ma tête. J'étais pas une chochotte. Bien sûr. Et la gynéco-femme que je vois à l'époque, elle voit mon soulagement. Et je lui dis donc c'était pas dans ma tête. Elle me dit, non mais là, madame, vos douleurs sont largement expliquées. Voilà. Incroyable. Et je ressors de ce rendez-vous avec le sourire et justement, je m'appelle ma mère et je lui dis, super nouvelle, j'ai de l'adénomiose, je suis pas folle. Ouais. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Et surtout que l'adénomiose, comme l'endométriose, a un véritable lien aussi avec ce qui peut se passer plus tard. Pour faire, tu vois, une greffe. Pour faire mettre un petit embryon, etc., si ça vient pas naturellement plus tard pour faire un bébé, l'adénomiose peut largement compliquer le process. Donc, en fait, c'est des choses qui sont quand même hyper importantes à diagnostiquer. Donc, je ne conseille pas de faire ce que j'ai fait initialement. Je conseille plutôt aux femmes, si elles ont des douleurs, d'aller dans tous les cas vérifier. Voilà. Même si elles est légère, même si elles sont stables. Ouais. Je sais plus où j'en étais. T'es reparti avec toute une liste de médocs. Voilà. Donc, je fais toutes mes analyses, je refais tout. Et puis là, c'est assez long parce que tu as tous les résultats, mais le prochain rendez-vous que tu as, il est vraiment plusieurs mois plus tard. Et tu revois plus le gynéco. Tu revois les sages-femmes. Et après, c'est les sages-femmes, en fait, que tu revois principalement. Il y a à peu près une patiente tous les quarts d'heure. Et il y a souvent 5 ou 6 box d'ouverts en même temps. T'imagines ? Waouh. Ils doivent peut-être ouvrir à 8h30. Et je crois qu'ils ferment en fin d'après-midi. C'est pour te dire le nombre de femmes qui sont dans cette démarche. Il y a plusieurs cas de figure. Il y a des femmes qui le font parce qu'elles, justement, elles n'ont peut-être pas de projet bébé ou elles se disent, je joue la sécurité. Celles qui sont comme moi, qui arrivent un sac de billes à la fin ou voilà, qui ont des problématiques X ou Y. Et puis, tu as aussi les autres. J'en ai beaucoup parlé aussi avec des médecins. Bien sûr, tu peux avoir une autre maladie beaucoup plus grave qui fait que c'est important de les préserver. Donc, le délai d'attente est très, très long. Et très, très long, mais on est quand même très, très bien accompagné à Cochin, faut le dire. Et là, on me demande si je souhaite une anesthésie générale ou une anesthésie locale. En m'expliquant que dans beaucoup encore d'hôpitaux, c'est des anesthésies générales. Mais que Cochin a été un des premiers, apparemment, à proposer l'anesthésie locale. Et je crois que quand ils me disent que l'anesthésie locale se fait avec une infirmière qui nous met sous un état d'hypnose, moi, je lève la main tout de suite. Parce que de par mon métier, état de conscience modifié, hypnose, je suis une grande fan. Et là, je dis, ah oui, si, moi, je prends ça. C'est génial. Et tu vois, il s'est passé tellement de mois aussi, finalement. C'est long. Et c'est paradoxal parce que plus le temps passe, moins mon sac de billes a des billes. Mais finalement, ce temps, psychiquement, il m'aide. Parce que là, tu vois, je te le dis avec de l'humour, mais je pense que j'ai un peu fait quelque chose comme ça. C'est-à-dire que au niveau émotionnel, ok, on y va. Allez, je le fais, on y va, et je le prends de mieux en mieux. Comment ça ? De mieux en mieux ?
Au début, tu vois, tu viens de l'apprendre, tu as état de sidération, tu rentres dans les démarches, c'est un peu lourd en examen, etc. Tu sens un peu que voilà, tu vis un truc qui est pas cool, que tu n'as pas envie de vivre, tu préférais faire autre chose. Et je crois que j'ai un déclic, je sais plus quand, mais j'ai un déclic, même avant les rendez-vous avec ces sages-femmes, où je me dis, ça va pas être rien ces produits qu'on va m'injecter. J'ai envie de prendre soin de mon corps. Et du coup, à l'époque, j'arrête de fumer. Je me reprends en main, vraiment. C'est-à-dire que j'ai toujours été une sportive, mais j'ai quand même bien l'apéro et tout, donc voilà. Je me reprends vraiment, vraiment en main. Je me remets au yoga, je me remets au pilates. Et en fait, je décide que les prochains mois, jusque la préservation de l'ovocyte, vont m'être complètement dédiés. Et que mon seul objectif, c'est que mon corps aille bien et que mon psychique aille bien. Ok. Ouais. Et je crois qu'au fur et à mesure, pour en avoir parlé avec des amis qui me l'ont fait remarquer, au fur et à mesure, je l'ai pris comme je veux être consciente de tout ce que je vais vivre et je veux le vivre à fond. Et je veux plus le vivre comme un poids, comme une épreuve. Et donc, quand on m'a proposé l'anesthésie locale sous hypnose, je l'ai presque vu comme ah cool, j'ai envie de vivre ce truc. Oui, plutôt que de dormir et de te souvenir de rien, quoi. Exactement. Ouais, j'ai envie de le vivre. Donc, c'est des mois et des mois où je suis vraiment focus que sur moi. Je vais pas dire que je me prive de voir mes amis ou autres, mais je suis dans une démarche bien-être incroyable. Et puis tu peux voir tes amis sans picoler en terrasse. Eh oui, mais quand même, c'est pas facile. Oui. C'est pas facile de dire non, mais c'est aussi pas facile de de dire régulièrement non. Oui, je vous invite à aller écouter un épisode que j'ai tourné il y a peu de temps avec une addictologue qu'à la base j'avais rencontrée pour parler de tabac avec ma fille qui a 17 ans et on a parlé d'alcool et de rapport à l'alcool. C'est incroyable. Ouais. Et oui, en fait, à force, on a un vrai problème avec l'alcool. Et oui, en fait, t'as 35-36 ans, en fait, c'est dur de dire non et de te faire un peu shamer par tes potes si tu bois pas une bière ou je sais pas ce que tu bois, quoi, tu vois, un verre de vin. Oui, et je crois que la cigarette était plus dure pour moi que l'alcool, mine de rien. Mais ça va souvent ensemble, non ? Bah oui, ça va souvent Déjà. ensemble. Ouais. Non, et puis la démarche, elle était bien-être, mais elle était vraiment, je me recentre. Je me privilégie, mais à 3000%. Et donc, mes week-ends sont plutôt devenus... alors, quel cours de yoga je fais ? Quel cours de pilates ? À quel moment je mets mon petit temps de méditation ? Tu vois et en fait, c'est devenu... Parce que le psychique s'habitue très vite quand on lui laisse un petit peu de temps. C'est très vite devenu... Ah, mais en fait, là, c'est vital, ça, pour moi. Tu vois, c'est pas... Ça serait bien que je mette des temps comme ça. C'est devenu vital. Et donc, au fur et à mesure du temps, quand même, l'apéro avec les copains, même si je les aime, c'était plutôt en bas de ma liste. Parce que t'arrives à un stade où t'es tellement bien avec toi que... Incroyable. T'es plutôt dans le dilemme de dire ah ouais, faut que je voie mes amis quand même, ça fait longtemps, là. Mais c'est plus en haut de la liste de priorités. Ok. Ça te paraît bizarre ? En fait, non, pas du tout. non, pas du tout. C'est juste, c'est trop intéressant cette démarche de te dire, ok, je vais faire en sorte que le nid soit le plus beau possible, quoi, tu vois. Oui. J'ai un peu l'impression que t'as nidifié. J'avais besoin de retrouver une connexion à mon corps et j'ai besoin de refaire du bien à mon corps. Ok. Et de réaligner avec mon psychique. J'ai des copains qui m'ont dit après coup, on t'a pas dit, mais on s'est inquiété pour toi. On avait peur que tu t'isoles trop. On avait peur que ça n'aille pas, en fait, dans cette bulle. Et je les ai rassurés récemment en leur disant, en fait, c'était tout l'inverse. J'ai adoré cette bulle. Et s'il y a bien quelque chose de super que cette épreuve m'a donné, c'est que j'ai découvert cette bulle. Je la connaissais un petit peu parcimonie. J'ai toujours pris soin de moi. J'ai toujours été hyper indépendante, faire plein de trucs toute seule, mais là, cette bulle-là, waouh. Ok. Qu'est-ce que je l'ai aimée. T'as réussi à la préserver ? Je l'ai ouverte un peu plus. Parce que là, c'était en juillet dernier, c'est ça ? Oui. Ok. Ouais, je l'ai gardée jusque ma préservation d'ovocytes. Je l'ai réouverte qu'après. Ok.
Et je ne sais plus où j'en étais. Non, mais tu m'as raconté qu'effectivement Tu vois la digression. Tu m'as raconté que effectivement l'idée c'était vraiment de reprendre soin de toi. Oui. De te remettre au centre de ta vie. Ouais. D'arrêter l'alcool, la clope. Ouais. Ouais. J'ai vraiment mis beaucoup de changements en place. Puis c'est limite devenir adulte, je trouve. Adulte, avec plein de guillemets, hein, pardon. Ouais, peut-être. Ouais. Quoique, il y a plein de trucs très chiants dans le fait de devenir adulte. Ouais. Mais tu vois, le fait d'arrêter la clope et de te dire, ok, prendre un peu soin de moi, quoi, tu vois. Ouais, moi, je l'ai vécu comme un véritable alignement. Je me suis dit, je n'ai jamais atteint ce stade de bien-être avec moi-même. Et tu sais, d'avoir beaucoup moins de pensées parasites, ne pas avoir le réflexe de manger un truc dégueu ou justement de prendre une clope. Tu te rends compte quand tu y es, et c'est pas fait que pour durer, tu vois. Parce que, en fait, au bout d'un moment, je pense que quand tu commences, c'est de la privation. Et j'étais arrivée à un stade où c'est tellement une évidence, une priorité d'être dans ce bien-être, que mon cerveau m'envoyait l'info de juste ce dont j'avais besoin. Et j'avais juste à l'écouter. Mais on n'était plus dans je te demande une clope, je te demande un apéro, quoi. Et d'ailleurs, je profite pour le dire, parce que je pense que c'est important. J'ai découvert des cours de yoga de fertilité. Qu'est-ce que c'est ? Ce sont des cours de yoga que tu vas faire selon ton cycle, premièrement. J'ai découvert, effectivement, grâce à cette méthode, que selon les périodes dans lesquelles on est, donc on a quatre périodes dans notre cycle, en fait, on peut, mais on n'a pas l'énergie nécessaire pour faire le même type de sport. Okay. Tu feras du cardio à un moment donné, alors que dans une autre période, pas du tout. Et tu choisis, selon comment tu te sens, selon ton moment de cycle, le sport que tu vas faire. Incroyable. Ouais. 21e siècle quand même. Incroyable, formidable. Mais du coup, j'ai adoré ça. Et du coup, ça s'appelle le yoga de la fertilité parce que ça accompagne beaucoup les personnes qui sont en parcours PMA, les femmes qui viennent d'accoucher. Voilà. Donc en fait, c'est dédié à la femme, mais en lien avec plutôt une notion de projet de maternité ou de fertilité. Donc il y a beaucoup de femmes qui sont en PMA ou qui essayent de faire un bébé qui n'y arrive pas et qui vont travailler ça. Voilà. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est un petit conseil. Moi, j'ai adoré et je pense que c'est très chouette de se recentrer sur cette pratique aussi. Et puis, arrive le moment où, du coup, la préservation se passe au mois de juillet. Et juste avant, quand même, c'est important, les examens que j'ai faits m'ont montré que le médecin m'explique qu'en fait, mon sac de billes est tellement petit que même en stimulant, avec les stimulations hormonales, le but est de multiplier le nombre d'ovocytes que l'on a. Même avec les hormones qui vont stimuler, ça va pas multiplier beaucoup. Effectivement, si tu en as 2 et que tu veux multiplier, voilà. Donc, il m'explique qu'on part plutôt sur 3 ponctions. Ah ouais. Eh ouais. Et ça change tout dans ma tête. Ça change quoi ? Ça change le fait que je m'étais représentée, je le fais une fois, et après, j'en ai terminé, tu vois. Je passe à autre chose dans ma vie. Parce qu'on est bien d'accord que c'est lourd quand même comme process. Oui. Pour ton corps. Oui. C'est 15 jours d'hormones plein pot, avec des piqûres tous les jours. Oui. Ouais. C'est assez lourd. C'est assez lourd, donc ça change tout, 3 ponctions. Surtout qu'à l'époque, j'étais dans une envie de déménager, de quitter Paris. C'était en réflexion, en projet. Et donc, je m'étais dit, super, je le fais. Et quand c'est terminé, je peux partir dans ce nouveau projet. Mais non, Paris te retiendra toujours. Ah bah là, écoute, pareil, tu vois, redilemme, ok, je fais quoi ? Parce qu'en plus, c'était pour partir en Suisse, et les médecins m'ont dit, en Suisse, ils sont super, vous pouvez y aller, mais par contre, il faut tout recommencer à zéro, et là, vous arriverez à vos 37 ans, quoi. Bon, finalement, tu vois, je suis toujours là, donc j'ai pris la décision de rester. Donc pour le protocole, effectivement, moi j'ai dû reprendre des patchs un peu contraceptifs parce que j'avais plus de pilules ni rien. Et puis tu commences les piqûres. Le premier jour de piqûre qui était prévu, parce que tu as un calendrier millimétré que la sage-femme te fait, tu sais que ta vie va être régie par ça déjà. Tu sors d'un rendez-vous qui est le dernier, et mais chaque jour ce qui se passe, etc. Tout est millimétré.
Ce qui à la fois peut être rassurant et un peu anxiogène quand même aussi, je trouve. Faut pas rater, quoi. Ouais, faut pas rater, exactement. Et puis t'as des doses différentes. Et donc ils te disent, il faut que les piqûres, idéalement, soient faites par une personne. Au départ, c'est ce qu'on me dit, par une personne. Je dis, ok, alors une personne, ça veut dire quoi? Et la réponse du gynéco à l'époque, c'est la plupart des femmes qui le font ont un conjoint, donc c'est le conjoint. Bip, mauvaise réponse. Tu vois? Donc, infirmier. Ok, génial. Et là, je rentre dans une démarche de trouver un cabinet infirmier, parce que le premier jour, c'est le 14 juillet. Et c'est un vendredi, donc après, on enchaîne avec samedi, dimanche. Et les piqûres, c'est le soir. Donc, ça a été, je vais être honnête, ça a été une vraie galère. De réussir à trouver un cabinet infirmier qui voulait bien me prendre. J'ai eu énormément de refus. J'ai même fini par aller voir ma pharmacienne en disant, est-ce que vous voulez pas juste pendant 3 jours me faire une piqûre? Parce que je suis désespérée. Je ne sais pas qui va pouvoir me piquer. Et il y a un super cabinet pas loin de la maison. Ils n'étaient pas censés travailler le vendredi soir, ni le samedi soir, ni le dimanche soir. Et ils l'ont fait. Je l'ai appris après, ils me l'ont dit après coup. Ils ont ouvert par rapport à ma demande. Je pense qu'ils ont vu mon désespoir. Et ils se sont mis à ma place. Ils se sont dit, quand t'as pas de conjoint, tu fais comment quand t'es toute seule? Alors si, peut-être j'ai des amis, médecins, infirmiers, mais on ne pouvait pas leur dire, alors ton week-end du 14 juillet, tu devais aller chez tes beaux-parents, tu pars pas? Ah là là. Tu voulais pas te piquer toute seule? Alors en fait, je l'ai fait quand j'ai fait une phlébite. Ouais. Je me suis piquée à l'époque pendant 3 semaines en anticoagulant. Ça n'a pas été une partie de plaisir. Oh, putain. Et je l'avais un peu mal vécu à l'époque. Tu m'étonnes. Moi, je suis full chochotte, donc... Ouais, tu vois, donc je m'étais dit, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Si je peux, moi je vais gérer les hormones à l'intérieur de mon corps, et puis cette partie-là, je laisse à un professionnel, tu vois. Bon, je délègue. Je comprends. Ah. Et heureusement qu'ils ont été là tous les deux, ces deux infirmiers qui ont un cabinet ensemble. Ils m'ont suivi du coup donc pendant tout le process. Mais il y avait une autre problématique par rapport aux piqûres, c'est que la dernière, tu dois la faire à 21h. Et là, pour le coup, t'as pas le choix, c'est à la maison. Et là, il faut mélanger 2 produits. Alors déjà, de piquer, bon, voilà. Mais mélanger 2 produits, ça te fait encore plus subir parce que c'est la piqûre de déclenchement. Si tu la loupes, tout s'annule. Et tu repars pour 1 an. Et donc, c'est là où ils ont été incroyables. Ils m'ont fait le mélange au cabinet le midi, enfin midi après-midi. Et j'ai foncé à la maison et je l'ai remis au frigo. Et du coup, j'ai juste eu à me piquer le soir. Voilà. Mais vu que je savais que dans tous les cas derrière, moi, j'avais 3 semaines d'anticoagulant aussi, tu vois. Oui, en plus. Voilà. Donc, je savais qu'il fallait que je reprenne la main de me piquer. Donc, ce qu'on a fait, c'est que les premiers jours, ils m'ont piqué au cabinet. Et les autres jours, je leur ai dit, je me pique, mais chez vous. Comme ça, je m'habitue à me repiquer. Waouh. Rien que ça, déjà, je suis là. Mais pourquoi? Exactement, pourquoi? Ouais. Ouais. Okay. Mais tu le fais. Ouais. T'es déterminé. Ouais, et c'est là où tu vois, c'est les mois précédents, quand je te dis que je suis vraiment alignée, ça va bien et tout. Si j'avais pas fait tout ça, je sais pas si j'aurais eu la même énergie. Et la même gestion émotionnelle par rapport à ça. Ouais. Tu t'étais préparée, quoi. J'étais prête, mon corps aussi. En mode commando. Ah mais ouais, j'étais hyper prête. Et d'ailleurs, la sage-femme, parce que du coup, tu vas au bout de quelques jours d'hormones, tu vas vérifier que tout va bien et que du coup, les hormones servent bien à quelque chose. Et que la préservation va vraiment avoir lieu. Et donc, je te dis, on a un planning millimétré. Et le jour où je fais l'écho pour être sûr qu'on peut lancer quelques jours après la préservation d'ovocytes, elle me dit, mais c'est fou, vous qui n'avez pas de contraception depuis 5 ans, votre corps, il est pile poil là au bon jour. Tu vois, comme si le calendrier était intégré et mon corps, il savait exactement ce qu'il devait faire à quel moment. Ça serait peut-être pas le cas sur mes 2 prochaines, j'en sais rien. Mais là, en tout cas, c'était le cas. Et du coup, j'ai passé mon temps à remercier mon corps, t'imagines bien. Je suis dans une gratitude infinie que tout puisse se passer sans encombre. Mais tu te fais des piqûres tous les soirs. Et puis, je crois que peut-être le plus difficile, c'est
gérer l'émotionnel de la nuit. Parce que soit tu as une piqûre qui va te rien te faire, tu t'oublies même que tu as du produit en toi. Et il y a d'autres soirs où tu peux avoir des petits symptômes. Tu peux avoir des douleurs, tu peux avoir un rythme cardiaque qui s'accélère. Parce que c'est des hormones costauds, quoi. C'est des hormones costauds, ouais. En fait, tes ovaires triplent de volume pendant ces 15 jours. De ce qu'on m'a dit. Hein. J'ai pas été vérifiée, j'ai pas fait d'écho. Ok. Il faut vraiment les stimuler, quoi. Tu vois ? Il faut vraiment que ça se multiplie, ce petit sac de billes. Donc, il n'y a pas le choix, il faut y aller. Donc, je crois que le plus difficile dans tout ça, c'était même pas de me piquer, même c'est pas drôle, mais c'est même pas de me piquer, parce que comme tu dis, j'étais déter, allez, j'y vais. Ils étaient morts de rire, les infirmiers, parce qu'ils me disaient, vous arrivez avec une motivation incroyable. Par contre, le plus difficile, c'est quand il est 22-23 heures, que tu es toute seule chez toi, tu as des symptômes, et tu sais pas à quel moment c'est normal et à quel moment il faut appeler un médecin. Oui. Et puis tu es toute seule. Et tu es toute seule. On revient toujours à... On revient à ça, tu vois. Ouais. Et il y a un seul soir où vraiment j'ai des symptômes qui peut-être un petit peu augmentés par, tu vois, un petit niveau d'anxiété, justement de se dire, il se passe un vrai truc ou pas là ? Voilà. La fameuse crise d'angoisse qui est déclenchée par le fait que tu aies peur de faire une crise d'angoisse. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et j'ai de la chance, j'ai plusieurs copines médecins et j'écris à une que je vois connectée sur WhatsApp. Et je lui fais un petit coucou et je lui dis vraiment, je veux pas t'embêter, mais j'ai tel symptôme. Plutôt lié, tu vois. Parce que, voilà, vu que j'ai déjà fait une flébite, je te dis, c'est vraiment le fil conducteur à surveiller, quoi. Et les symptômes que j'avais pouvaient indiquer ça. Et je lui dis, et elle reste un moment, tu vois, en écriture avec moi, elle me pose plein de questions, etc. On pense que ça va, tu vois, il n'y a pas une alerte rouge. Mais ça n'empêche que, ouais, les symptômes sont pas foufou quand même. Donc je passe un peu une nuit blanche. Je passe un peu une nuit blanche et le lendemain matin, il y a toujours un peu de symptômes, mais ça va comme un peu mieux. Donc on se dit, allez, c'est bon, j'ai passé le plus dur. Mais quand même, c'est important de dire que c'est aléatoire selon chaque femme. Donc il ne faut pas tenir compte de l'histoire des autres. Il faut s'écouter. Il faut essayer effectivement d'avoir peut-être un relais ou d'avoir son médecin généraliste. Tu vois, moi je ne l'ai pas fait parce que j'ai des copines médecins, mais d'avoir peut-être son médecin généraliste, tu vois, qui est au courant de la démarche et de se dire, est-ce que je peux peut-être envoyer un mail pendant cette semaine ? Moi, le conseil que je donnerais vraiment, c'est si vous êtes seul à faire cette démarche pendant la période des piqûres, essayez d'avoir un ou deux relais pour pas faire justement monter l'anxiété, pas se retrouver seul face à des symptômes. C'est mon conseil parce que je pense que ça a été les périodes de doute les plus difficiles dans le process. Et puis, on arrive à la piqûre de déclenchement et puis là, c'est parti, quoi. C'est parti et puis... En fait, je l'aime bien, la suite. Tu vois, je le dis avec le sourire parce que je l'aime bien, la suite. Hyper bien reçu à l'hôpital Cochin. Hyper sympa. Une équipe de sages-femmes, d'infirmières et tout, hyper chouette. Et puis, du coup, quand on arrive, on est... je crois qu'on était une dizaine de femmes au créneau de 7 heures, là. Et on est dispatchés parce qu'on n'est que 2 à faire de l'anesthésie locale. Toutes les autres sont en anesthésie générale. Donc, on n'est pas accompagnés de la même manière. On nous donne des jolies petites chaussettes rouges antidérapantes. Des jolies blouses, etc., etc. Les chaussettes, elles nous ont marquées parce qu'avec la jeune femme, on était tous les deux dans la même pièce pour l'anesthésie locale et on en a beaucoup rigolé parce qu'on t'as l'impression qu'on était un Père Noël, si tu veux. Enfin, c'était vraiment... bon. On leur a recommandé de changer la couleur des chaussettes. Rouge, peut-être pas idéal. Et on se met en tenue, on nous donne des médicaments pour gérer la douleur. En anticipation, on a, je crois, anti-inflammatoire, plus un truc comme un paracétamol en plus. Et puis ils nous mettent comme une perf, tu vois, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Un cathéter. Ah, merci. Je suis t'es médecin. calé, hein. Pas du tout. Je sais pas d'où ça m'est venu, mais ça m'est venu. Je l'avais là. Tu l'avais. Écoute, c'est bien parce que moi je l'avais pas, donc je te remercie. Donc ils mettent un petit cathéter si au cas où il se passe quelque chose, mais l'ambiance est
je pense, peut-être plus détendue que l'anesthésie générale, tu vois. Je discute avec la jeune femme. Je me rends compte que j'ai beaucoup de chance parce que mes douleurs, à ce moment-là, sont maîtrisées. Elle a l'air de souffrir beaucoup plus que moi. Donc, j'essaie de lui apporter un peu mon aide en lui parlant, etc. Parce que je vois que ça a l'air très douloureux. Et c'est ça aussi la variabilité entre deux femmes. C'est que les piqûres d'hormones, elles ne font pas les mêmes effets. Bien sûr que j'avais des douleurs, mais moi, elles me semblaient, en tout cas, tout à fait maîtrisées et supportables. Ma perception j'ai du l'impression que tu as maîtrisé toute ta vie. La douleur. Peut-être. T'es là, moi, la douleur, je gère. Je maîtrise. En tout cas, c'était tout à fait gérable. Ouais. Et je suis passée en première. Ce que j'ai aimé, c'est que il y a une jeune femme qui vient te chercher. Je pense qu'elle est aide-soignante ou infirmière. Et tu vas à pied au bloc. Ce qui n'est pas courant d'aller à pied dans un bloc opératoire. On a pris l'ascenseur, on a discuté, on a raconté un peu notre vie. Et puis là, elle me dit vous avez de la chance aujourd'hui, vous avez la médecin la plus douce et la plus gentille du monde. Et je pense à ce moment-là, je me dis, elle dit ça pour me rassurer. Et après, je me rends compte que non. Je suis tombée sur la médecin la plus gentille et la plus douce du monde. Vraiment. J'ai pas de comparaison, c'était ma première. Mais elle a été incroyable. Tu rentres dans un bloc opératoire à pied, donc du coup, c'est quand même assez atypique. Et tu t'allonges sur une table de gynéco, mais qui est un peu relevée, quoi. C'est entre allongée et assise. Et là, elle commence à être dans un protocole, bien sûr, tu vois, d'instruments stériles. Ça dure un petit moment, quoi. Tu les vois faire tout ce qu'elles font et tu te dis, ah ouais. En même temps, c'est rassurant ce que tu te dis. Ah ouais, quand même. C'est couche de sécurité plus couche de sécurité, quoi. Tu vois, c'est hyper protocolaire. Et là, je ne sais pas si tu veux que je te raconte les détails de comment se passe une anesthésie locale ou pas. Je ne sais pas dans quelle mesure on... Pourquoi tu me poses cette question? Je ne sais pas quel niveau d'intimité on évoque. Je ne sais pas. Oh bah, let's go, hein. Ouais. Enfin, si t'es à l'aise, hein. Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Bah, vas-y. Les étapes. En tout cas, je me dis que si je les ai trouvées intéressantes, ça peut peut-être intéresser. Oui. Voilà. Oui. C'est marrant que tu poses cette question. Tu viens de déballer toute ta vie perso, là. Oui, c'est ça. Et t'es là. Quid? Bah oui, mais quid là, du coup, de l'intimité féminine aussi, tu vois. Oui, bah, l'intimité féminine, je connais. Si c'est juste pour moi, ça va, t'inquiète. Oui, j'ai pratiqué. Je te dis, j'ai vu ma femme accoucher 2 fois. Oui, donc voilà. Oh là. Non, mais tu sais, quand moi j'ai voulu raconter, en fait, j'ai une vraie soif de partage et voilà. Donc quand j'ai voulu raconter cette ponction à mes proches, à l'apéro avec tes potes. voilà, on m'a dit non, mais là, je peux pas entendre ça, tu vois. Oula, bon. Pas que pour une notion d'intimité, plutôt pour une notion de piqûre. Bon. Oui, bah les gens, ils sont là a priori pour écouter, si tu veux, tu vois. Voilà. En tout cas, on peut tous avoir notre niveau de sensibilité, oui. mais en soi. Moi, t'inquiète, je me suis retrouvé avec des gars qui m'ont raconté qu'ils se sont fait couper la bite, etc. Donc, okay. Cool. Je mords un peu les. Voilà. Là, ça devrait Il y a aller. un super épisode au tout début d'Histoire de Daronne sur l'épisiotomie. Oui. 1 heure où la fille est en train de me dire là, tu vois, j'ai une épisiotomie il y a 15 jours ou 3 semaines. J'ai mal à la chatte quand je suis en train de te parler. J'étais là, ça doit faire tellement mal, putain. Oh là là, oui. Bon, pardon. Oui, non, mais c'est pas ça. Ce que j'ai vécu à côté, c'est rien. Hein. Enfin, tu vois, quand même. Let's go, raconte-moi ton intimité. C'est bizarre dit comme ça. Oui, très. Allez, raconte-moi ton anesthésie locale. Ça se passe comment? Mais ma vie, putain. Bon, alors pour te raconter dans les grandes lignes, la première étape, c'est un peu bizarre, mais c'est comme s'il te nettoyait le vagin. Voilà. En gros, il t'envoie une poche d'eau comme si c'était un lavement, quoi. Parce qu'il te désinfecte à la bétadine avec des compresses. Et ils peuvent pas laisser la bétadine telle quelle. Ils l'ont mise pour désinfecter, mais ils sont obligés, vu que c'est quand même une partie interne, de rincer. Donc voilà, ils mettent de la bétadine, ils rincent. Et ensuite, il faut qu'ils fassent l'anesthésie locale, donc du coup, dans le vagin. Qui est une aiguille, je vais pas mentir, très longue. Ah oui, c'est ça que je t'ai pas dit. Je suis déjà trop heureux de cette... Ça commence très bien.
Je suis très heureux de m'être dit, ouais, let's go, vas-y, raconte-moi tout, Oui, Kelly. c'est ça, t'es content, hein? Qu'est-ce que tu m'as pas dit? Ce que je t'ai pas dit, c'est que je devais avoir une infirmière qui me faisait de l'hypnose. Oui, c'est ça. Et donc, dans le bloc, il y a le médecin et l'infirmière. Donc, moi, j'ai l'habitude de pratiquer de l'hypnose et de l'auto-hypnose sur moi, donc je suis à l'aise avec ça. Mais c'est vrai que les étapes commencent et je me dis, c'est marrant, elle me met sous état d'hypnose à quel moment, la dame? Parce qu'elle assiste le médecin, mais à aucun moment, il se passe un truc entre elle et moi, tu vois. Sur le moment, je vais rien savoir. Je saurai des semaines plus tard, en voyant le gynéco, quand en fait, la personne qui devait le faire était en vacances et qu'on avait oublié de me prévenir. Mais sans deck. Non, je te jure. Mais sur le moment, moi, je suis dans... Alors, je suis concentrée sur ce qui se passe. Je suis très... Voilà, j'écoute ce que le médecin me dit à chaque demande. Mais je suis comme dans l'attente que cette jeune femme infirmière me mette en état d'hypnose, tu vois. Et quand je vois que ça vient pas, et qu'on arrive à cette piqûre, à cette aiguille géante, je me dis, Kelly, tu vas peut-être pas attendre la cinglinglin, quoi. Faut y aller, quoi. Enfin, fais-le toute seule. Et... Waouh. Bah oui. Mais plus mensongère, là. Ouais. Et ce qui était drôle après, c'est que le gynéco, je dis des semaines plus tard, quand je lui pose la question, il me dit, elle était pas là? Ah j'y avais une infirmière, mais il me dit, normalement, ils doivent être 3. Ah non, je vous confirme, elles étaient que 2. Incroyable. Et il me dit avec une légèreté incroyable, elle devait être en vacances, vous savez, mois de juillet. Hein. Je dis, oui, peut-être, mais... Mais l'aiguille, là, elle était dans ma chatte. Elle était pas en vacances, elle, hein. Waouh. Et ouais. Et puis, si encore on te le dit au départ, oui, je me serais préparée, et puis voilà. Mais non. Donc, c'est quand je vois qu'on va passer l'anesthésie, du coup, dans le vagin, que je me dis, et quand je vois l'aiguille, je me dis, ah ouais, donc non, en fait, faut que j'y aille, quoi. Tu vois, là aussi, tu reprends ton courage à deux mains et tu dis, en fait, tu vas t'hypnotiser toute seule tout de suite maintenant, parce que sinon, ça va pas marcher. Et parce qu'elle t'explique que l'anesthésie qu'elle va te le faire, bien sûr, dans le vagin, qui est une anesthésie locale, est très efficace, mais que ça n'enlève pas les sensations, enfin, toutes les sensations, si tu veux. Ça fait en sorte que ce soit pas une torture, mais ça reste une anesthésie locale. Oui. Voilà. C'est pas comme si les ovocytes, ils venaient les prendre dans ton vagin. Oui. Donc, ils anesthésient le vagin pour... Voilà. Bon. Je vois exactement de quoi tu parles. Voilà. Mais la meuf qui est passée après toi, qui elle sait pas s'auto-hypnotiser, oui. Elle a fait quoi? On a débriefé ensemble. Déjà, elle a eu beaucoup plus mal que moi parce qu'elle en avait plus aussi. Ok. Ça, je pourrais te le redire, mais selon le nombre d'ovocytes qui t'aspirent, en fait, c'est à chaque fois qu'ils t'aspirent, ils te piquent. Donc, naturellement, plus tu en as et selon où ils sont situés, ça peut être plus douloureux ou pas. Donc, cette jeune femme, déjà, elle est arrivée, tu vois, avec plus de douleur que moi, initialement, suite aux piqûres. Je pense que elle a plus d'ovocytes, donc peut-être que ses ovaires ont plus grossi, j'en sais rien. Mais en plus de ça, elle en a plus à aspirer. Donc, c'est des techniques supplémentaires pour elle par rapport à moi. Ok. Elle a été très soutenue par le médecin et l'infirmière, de ce que j'ai compris, puisque je t'ai dit, on est tombé sur une femme médecin incroyable. Femme médecin, Dr. Queen, petit bref. Et donc, quand elle me dit que là, elle va procéder du coup à cette piqûre dans mon vagin qui est l'anesthésie locale, les symptômes, ça peut être la tête qui tourne, un goût d'acier dans la bouche et le cœur qui s'accélère très fort. Au moins, t'es prévenu, tu sais que ça va arriver. C'est ça aussi qui est bien, c'est qu'elle te prévient, mais elle te dit tout ça est normal. Par contre, c'est désagréable. Et à ce moment-là, juste avant qu'elle pique, je lui dis, vous me laissez juste 2 secondes. Et là, moi, je ferme les yeux et je pars ailleurs. Tu vois, je suis plus dans la pièce. Je réponds à ses questions, mais j'ai les yeux fermés et moi, je suis complètement ailleurs. Je sais même plus où je suis d'ailleurs, mais je suis complètement ailleurs. Je suis plus là. Et là, elle me pique. Je sens qu'il se passe des choses dans mon corps, mais je te dis, je suis un peu ailleurs. Donc, en fait, je le vis plutôt bien. Je le vis plutôt bien. T'as le goût d'acier dans la bouche, t'as le cœur qui s'accélère, mais vu que j'ai l'habitude de pratiquer ça, je suis partie assez vite. Et elle te fait 2 piqûres. Enfin, elle a la même aiguille, mais elle pique à 2 endroits différents. Et ça, une fois que c'est fait, tu dis, déjà, c'est pas mal. C'est pas mal. La suite, c'est qu'elle va aller fonctionner. Mais elle met du coup, pour te donner tous les détails, elle met une immense aiguille là qui est encore 2 fois plus longue
qu'elle insère dans un appareil gynéco habituel. Enfin, un appareil d'échographie, gynéco habituel. Vaginal. Exactement. Je connais, tu sais. Voilà. J'interviewe des meufs sur la maternité. Voilà, c'est ça. Je connais les bails. Exactement. Donc, c'est une écho, bien sûr, un appareil d'écho vaginal. Et donc là, elle rentre une aiguille dans cet appareil, ce qui fait qu'elle peut voir et en même temps prélever. Là, ce qui est intéressant aussi dans l'anesthésie locale, c'est que sur les écrans, elle me propose, si je le souhaite, de regarder et de vivre le truc pleinement. Je vais pas te mentir, tu les sens, les aiguilles qui aspirent. Oui. Elles rentrent dans ton bas-ventre, par ton vagin, et elles arrivent dans ton bas-ventre. Tu les sens. Oui. Mais il y a une petite subtilité, c'est que les ovocytes qui sont sur le devant de ton ventre, donc derrière, tu as les reins, devant, tu as ton bas-ventre avec tes ovaires. Les ovocytes qui sont situés devant, ça pique, hein, tu le sens passer, l'aiguille qui aspire, et tu sens l'aspiration aussi, mais pareil, ça reste, dans ma perception, supportable. Par contre, ceux qui sont, j'en avais 2, qui étaient beaucoup plus reculés. Plus bas. Voilà, beaucoup plus reculés et plutôt sur le derrière du corps. Là, pour le coup, ça a été un peu plus douloureux. Quand tu dis un peu plus douloureux, je sens que ça a été vachement plus douloureux. Alors, ça fait une vraie différence entre voilà, selon où ils sont situés. Donc, naturellement, moi, elle m'en a aspiré 4. Tu vois, ça n'est pas beaucoup, hein. Je crois que les jeunes femmes qui étaient avec moi, ils ont dû en aspirer 10 ou 12. Donc déjà, ça ne dure pas le même temps. Et donc, elle m'en prend 3 sûrs. Elle me dit, il y a un 4e, il me semble petit. Je ne pense pas qu'il soit viable, mais ça m'embêterait de passer à côté. Je dis, j'ai pas fait tout ça pour au dernier moment dire, bon non, le celui-là, il est bien. Parce qu'en fait, ça joue beaucoup, hein, la taille. Il y en a qui sont trop matures, trop gros, et donc ils savent qu'ils vont pas pouvoir les garder. D'autres qui n'ont pas assez grossi. Il y a vraiment des diamètres très précis pour qu'ils puissent les garder au niveau scientifique, médical. Et je lui dis, on y va pour le 4e. Go. Elle me dit, ouais, par contre, vu où il est placé, il y a 2 choses. 1, il est derrière, donc ça peut faire un peu mal. Et elle me dit, surtout, il est à côté d'un vaisseau. Très, très près d'un vaisseau. Donc, il faut que vous ne bougiez absolument pas. Parce que si tu touches le vaisseau, c'est hémorragie, quoi. Oui. Voilà. Je ne sais pas de quelle manière ça donne une grande hémorragie ou pas. Je n'ai pas la connaissance scientifique. Mais tu le comprends très vite à son regard. On n'a pas envie d'une hémorragie d'une manière générale dans la vie. Tu n'as pas trop envie de tester. Bon. Et là, pareil, tu vois, j'étais revenue en pleine conscience. Parce que c'est quand même... moi, je trouve ça quand même chouette de vivre en live cette aspiration de tes ovocytes. En fait, il l'aspire, il est gros, puis tu vois, il diminue, et hop, il part dans la petite seringue. Enfin, je trouve que c'est une expérience quand même à vivre. Tant qu'à être là, autant regarder. Enfin, moi, je trouve. J'entends. Mais là, quand elle me dit, il faut pas du tout bouger, et qu'il y a un risque, je lui dis, vous me relaissez juste 2 minutes. Dans ma tête, je me dis, moi, je vais repartir un peu ailleurs, vous allez faire votre job, mais moi, je repars. Je ne reste pas avec vous, là. Et c'est ce que je fais. Je repars. Et je me concentre d'une certaine manière pour que mon corps soit un peu comme un bloc de béton et qu'il ne bouge plus. Je sens quand même la douleur, pas de mentir. Mais je pense que je la sens moins parce que justement, je suis en état un petit peu de conscience modifiée. Et elle arrive à aspirer le 4e. Et ça dure pas si longtemps que ça, parce que j'en ai que 4. Peut-être qu'entre le début et la fin, peut-être que ça dure 3 quarts d'heure. Peut-être. Avec toutes les étapes. Mais cette femme était incroyable. Elle n'a pas fait que expliquer chaque étape. À chaque fois, elle a dû me demander systématiquement, vous allez bien? Tu sais, en regardant dans le droit des yeux. Ça va? Je peux continuer? Vous avez des questions? Et vraiment, dans tous les actes qu'elle a pu avoir auprès de moi, elle a été d'une douceur folle. Folle. J'imagine que pour elle, en tant que docteur, c'est incroyable de pouvoir vivre ça aussi plutôt que d'avoir quelqu'un qui est endormi, quoi. Tu vois? Je pense. Je pense. Après, je te dis, c'est 2 salles, 2 ambiances. Hein. J'ai entendu un peu la collègue, voilà, quand elle est revenue, elle m'a raconté. Elle m'a dit qu'elle avait quand même pas mal crié, pas mal hurlé. Tu vois, on n'était pas dans le même moment. Ok. Donc, te voilà avec tes 4 ovocytes, c'est ça? Ils en ont gardé que 3, du coup. Ouais. Mais c'est pas grave, hein. C'est pas grave.
Tu remontes dans ta chambre. Enfin non, tu remontes. Tu retournes à pied, tout, avec tes petites chaussettes rouges, encore une fois, à petits pois. Tu retournes dans ta chambre et puis t'attends qu'un des médecins vienne te voir pour te faire le débrief. Et puis, il surveille tes constantes aussi, que tu partes pas comme ça. Il surveille que tu puisses avoir, que tu n'aies pas d'hémorragie. Parce qu'on perd un tout petit peu de sang naturellement par les piqûres, etc. Mais si tu perds trop de sang, il te garde. Et puis, quelque chose de bête, mais oui, attends que tu puisses refaire pipi. Parce que moi, j'étais tellement bien que très peu de temps après, je me dis, tiens, j'ai bu un peu d'eau, je vais aller faire pipi. Ah ouais, mais tu sens plus rien. Mais sur le moment, si tu veux, comme ça, sans essayer d'aller uriner, tu sens pas que t'es anesthésié. Ouais, c'est sûr. Voilà. Bref, petit détail technique. Donc, tu restes quand même entre 1 heure et 2 heures selon les femmes, je pense. Et puis, le médecin vient te voir et puis elle te fait le débrief. Donc, voilà, j'en avais 3. Elle était honnête, elle m'a dit, c'est pas beaucoup, mais on en a quand même 3. On n'a pas 0. Donc, voilà. Et puis, tu sais que ton rendez-vous avec le gynéco, il est prévu prochainement. Et là, pour sortir, par contre, il te faut quand même, dans tous les cas, quelqu'un qui vienne te chercher. Tu peux pas sortir seul. Et c'est là où les 48 heures derrière, elles sont importantes. Ils te demandent pas seulement que quelqu'un vienne te chercher. Ils te demandent que quelqu'un te surveille, notamment pendant les nuits, pendant 48 heures. Parce que tu peux garder un risque, 1, hémorragique, et 2, un risque infectieux. Et là, si tu as un ou l'autre, si tu as le moindre symptôme, c'est hôpital direct. Et donc, tu peux pas être seul chez toi. Après, tu peux décider de le faire, mais c'est ta responsabilité, quoi. Ok. Voilà. Donc, t'es reparti, alors, c'est ça ton idée, c'est d'en faire une 2e, puis une 3e? Oui. Waouh. Sauf que quand je vois le gynéco, quelques semaines après, je l'ai vu 2-3 fois, mais j'ai vite... on s'est tout de suite, bien entendu, on a bien rigolé, etc. Très sympa. Et là, je rentre dans le cabinet et je vois qu'il est haut. Je me dis, alors, soit il est chafouin pour un truc qui lui appartient, soit, pareil, il a quelque chose à me dire et qui va pas être cool à entendre. Bon, c'était la deuxième hypothèse. Il me dit, bon, il va falloir qu'on parle de vos résultats. Il me dit, l'hôpital Cochin a une politique récente qui est que si la première ponction, il y a moins de 5 ovocytes, on arrête tout. Ah ouais. C'est dû à quoi? Ils partent du principe, après avoir fait je ne sais combien d'analyses, que si une femme a moins de 5 ovocytes, elle aura du mal la prochaine fois à en avoir plus, et que on va lui faire perdre du temps et on va lui imposer des épreuves qui vont pas lui permettre en fait de pouvoir in fine faire un bébé. Donc ils ont pris cette décision-là. Parce qu'il en faut combien, en gros, dans l'idéal? L'idéal, ils aiment bien en avoir au minimum 15, 16 pour que ce soit très bien. Il y a des femmes, tu vois, comme la jeune femme qui était avec moi. Elle, potentiellement, c'est presque suffisant, quoi. Ouais. Mais on avait aussi une différence avec cette jeune femme, c'était que elle le faisait pour, dans la foulée, faire un bébé. Tu vois? Alors que moi, je fais pour les congeler, sans savoir si je vais les utiliser ou pas. Donc, ce gynéco me dit, je vais avoir un double discours aujourd'hui. Le discours de la politique de Cochin. Donc, en gros, il m'a dit, vous en avez 3, c'est comme si vous aviez rien et on vous encourage pas à continuer. Et après, il prend une autre casquette et il me dit, et là, je vais vous parler juste en tant que médecin. Comme ça. Il m'explique en fait que on n'a pas des embryons là. On a, bien sûr, des petits ovocytes. Et qu'il y a une énorme perte entre ce qu'on va avoir là et ce qui va pouvoir peut-être donner un embryon. Il y a des pourcentages très précis qu'ils ont mis en place. En gros, ils estiment que là, avec les 3 ponctions qui sont prévues, même si j'arrive à en avoir les 9-10, maximum, avec ces 9-10, je vais pouvoir avoir un embryon. Ça te met une petite claque? Ça te met une petite claque, ouais. Parce que personne t'en avait parlé auparavant? Non, ça par Pas contre. dans ces termes? Jamais.
On m'a parlé qu'en nombre d'ovocytes. Ça aurait été cool quand même de te le dire plus tôt. Et c'est bien de le dire là dans le podcast. Ouais, tu vois, il y a une vraie différence. Ok. Et je sens, c'est mon interprétation, mais je sens presque le désespoir de ce médecin qui ose me dire, il a été franc, il m'a dit, vous savez, j'ai fait ce métier avec cette spécialité pour aider les femmes comme vous. Et il me dit, aujourd'hui, la seule chose qu'on sait bien faire, c'est aider les femmes qui ont suffisamment d'ovocytes. Et c'est le serpent qui se mord la queue, en fait. On sait aider les femmes qui ont beaucoup d'ovocytes, mais du coup, donc, ont pas forcément de problématique à faire un bébé, même si ça se joue pas qu'à ça. Mais toute cette démarche pour aider les femmes qui, justement, perdent leur capacité à procréer au fur et à mesure du temps, on a des délais incroyables, alors qu'en fait, c'est le temps qui joue le plus. Ouais. On vous fait attendre énormément, et en plus de ça, on sait pas comment multiplier vos ovocytes avec nos piqûres d'hormones. On le fait un petit peu, mais vous voyez bien. Voilà. Okay. Ça a même pas beaucoup multiplié chez moi. Ça a été fait grossir un petit peu, mais pas vraiment multiplié. Donc il m'a dit, on sait pas faire aujourd'hui. On fait le maximum, mais on sait pas faire. Et c'est là où il y a eu un double discours en me disant, l'hôpital Cochin ne souhaite pas faire vivre ça aux femmes si elles ont moins de 5 ovocytes. Parce que, cumulées, elles arrivent quoi, maximum 2 embryons si on a de la chance et qu'on a le facteur univers avec nous. Tu veux dire que c'est beaucoup de travail, de sacrifice, de tout ce que tu as raconté, de le faire 3 fois, potentiellement, ce parcours-là que tu viens de nous raconter, pour au final avoir un embryon. Exactement. Et que c'est quand même beaucoup de taf. C'est beaucoup de taf. Beaucoup d'espoir pour finalement peu d'espoir. Oui. Ok. Et c'est là où il a son double discours que je trouve intéressant, c'est que quand il reprend pleinement sa casquette de médecin, et je crois qu'à un moment donné, il prend aussi une casquette d'homme, tu vois, juste... et il me dit, mais en même temps, est-ce qu'un embryon, c'est pas mieux que 0 ? Et c'est là où il me dit, je pourrais jamais prendre la décision pour vous, et vous me devez... Voilà, en fait, je devais prendre ma décision maintenant, hein. Je savais pas ça non plus, on m'avait pas prévenu. Il fallait que je lui dise, là, tout de suite, maintenant, on y va ou on n'y va pas. J'arrête ou on continue. Et je n'étais pas préparée à ça. Et il me dit, je peux que vous donner les différentes versions, mais je peux pas vous dire ce qui est mieux pour vous. Je peux pas savoir. Sûr. C'est vous qui vivez ça, c'est pas moi. Incroyable. Et donc, tu as dit let's go, on est reparti ? J'ai dit let's go. J'ai dit let's go parce que dans tous les cas, les délais ont continué à s'allonger. Donc la prochaine, ma deuxième ponction, elle sera entre juillet et août, normalement, l'année prochaine. Donc dans tous les cas, c'est 1 an. Et je sais pas où est-ce que j'en serai dans ma vie au mois de juillet ou de l'année prochaine, j'en sais rien, mais j'ai bien envie de la faire, cette deuxième. Et si au dernier moment, je change d'avis, en fait, tu peux dire, même la veille, tu peux dire, en fait, je viens plus. Enfin, où je commence pas les piqûres. Commencer les piqûres et arrêter, ça serait dommage. Oui. Mais il me dit, si vous annulez, en 5 minutes, on trouve une autre femme, donc c'est OK. Donc on est parti là-dessus en se disant, ça reste un espoir d'avoir un embryon plutôt que 0. Et puis, je sais pas, imagine dans 6 mois, enfin, je sais pas, même dans 1 an, enfin, même peut-être plus que ça, je fais une démarche PMA. Et on va faire le même process, mais avec une finalité différente. Il me dit, si c'est des ovocytes qui ont 39 ans au lieu de 36, ça peut changer un peu la donne, quoi. Bien sûr. Voilà. Donc, non, je pense que j'ai voulu le voir le verre à moitié plein. Je me suis dit, allez, on y va. On continue, let's go. Et puis, j'ai 1 an pour vivre plein d'autres choses, pour penser à autre chose qu'à ça aussi. Oui, parce que ça t'a un peu accaparé l'esprit, j'imagine. Oui. Ouais, t'y penses beaucoup. Depuis quoi ? Depuis 1 an, là, c'est ça ? Même plus ? Non, ça fait presque 1 an et demi que c'est très présent, ouais. Et de ce fait-là, tu te dis, OK, pour la deuxième, je vais un peu me lâcher la grappe, c'est ça ? Là, je me suis lâché la grappe depuis août. Depuis le mois de... Okay. Ouais. Là, août-septembre, je me suis complètement lâché la grappe. J'ai investi sur des nouveaux... Enfin, j'ai remis de l'énergie sur des nouveaux projets qui me tiennent à cœur. Et puis, voilà, comme je dis, j'ai réouvert un petit peu aussi mon cercle et autres. Donc oui, je me suis lâché la grappe là, depuis le mois d'août et ça fait du bien. T'as remis à fumer, à boire. Elle a repris tous les vices, dis donc. Non mais ouais, je me suis lâché la grappe, je me suis dit, allez, les vacances, août, même la rentrée, là, je me lâche la grappe et ça fait du bien de plus y penser. Parce que t'as quand même t'as un planning très précis, donc tu sais ce qui va se passer chaque jour dans telle période. Là, je suis contente de plus me dire, j'ai un truc qui m'attend. Ouais, je sais que ce sera juillet-août, mais pour l'instant, j'ai le temps et je passe à autre chose là, tu vois. Je sais pas comment
poser clairement cette question, mais il y a un truc incroyable avec ce progrès qui est fou, qui te permet de pouvoir te dire, ok, en fait, je vais pouvoir mettre au congélateur, entre guillemets, de quoi faire un enfant dans X temps potentiellement. Et en même temps, je me dis, mais ça t'amène à te poser des questions en tant qu'humain qui sont limite, je vais pas dire contre nature, parce qu'il y a un peu un côté, c'est pas pour faire le gars anti-PMA, surtout pas, parce que je trouve que c'est un progrès extraordinaire. Mais j'ai un peu l'impression que ça vient te confronter à des questions qui sont pas intégrées dans le disque dur. Génétiquement, enfin, tu vois, c'est nouveau, quoi, tu vois, à l'échelle de l'humanité. C'est nouveau, ouais. C'est genre, il y a 1 seconde, si tu prends à l'échelle de l'humanité, quoi. Oui. Même pas. Je crois que je me suis quand même beaucoup plus dit, waouh, quelle chance on a en France de pouvoir faire ça. Il faut savoir que tout est pris en charge du début à la fin. J'ai pas dépensé 1 centime avec tous les examens que j'ai faits. Ça aussi, c'est incroyable. Tu vois. Donc je crois que je suis quand même restée beaucoup sur ce fil conducteur de quelle chance on a que ce progrès de la médecine existe, qu'on nous offre la possibilité de le faire et en plus gratuitement. Donc c'est potentiellement ce que je retiens, mais c'est vrai que avant de venir, tu vois, je me posais la question, je me disais mais j'en suis où vraiment là? Si je sors du planning et c'est prévu en août, j'en suis où moi? Et je crois que même aujourd'hui, je sais même pas encore. Je sais pas si un jour j'aurai un bébé. Je sais pas. Je sais même pas si cette préservation des ovocytes, je la fais que par sécurité au cas où, ou si je la fais vraiment dans une démarche de me dire, quand j'aurai fait les 3, je prends une décision, tu vois. Je sais même pas. Peut-être que je fais tout ça par désir de sécurité, le au cas où. Éviter de te choper un regret comme un boomerang dans 3 ans parce que ton sac de billes est épuisé et puis on vous avait dit la préservation des ovocytes, madame. Tu vois, de vivre avec cette culpabilité. Enfin, Mais en tant que psychologue, tu crois vraiment que je sais pas à quel point en fait le cerveau il est fait pour vivre avec des regrets. C'est une bonne question. Je crois que j'ai vu malheureusement des personnes qui ont vécu des bonnes dizaines d'années avec. Et tu veux pas prendre le risque? Ouais. Ok. J'ai plutôt un tempérament, une personnalité, je sais pas trop comment le dire, s'il y a une vague du changement, je vais essayer de glisser dessus. Je vais pas essayer de la freiner. Et même, je provoque beaucoup le changement dans ma vie. Ce qui me donne un peu de zone d'inconfort par moment. Ça fait un peu de turbulence. Mais ça, c'est ma philosophie de vie. Je pense que dans tous les cas, si on s'accroche à notre confort, entre guillemets, c'est-à-dire si on freine le changement, plus on va le freiner, plus la vague va être forte. Ok. Donc j'ai plutôt tendance à dire, allez, j'y vais. Donc c'est pour ça que je pense que je ne serai pas du tout alignée avec un regret, avec une culpabilité. J'ai envie de me donner une chance d'avoir ce bébé. Un jour. Si je le veux. Si j'ai trouvé une personne. Ah oui, parce qu'il y a eu ça aussi. Combien de personnes m'ont dit, du coup, vu ton âge, tu vas faire un enfant toute seule, là? Comment ça? Oui, t'as déjà 36 ans. Si tu fais une préservation des ovocytes, c'est parce que tu prévois de faire un bébé toute seule. Ah non, moi j'ai toujours l'envie que ce soit un projet d'amour et un projet à deux. Ouais, mais bon, vu ton âge, faut quand même que tu te prépares à le faire seul, cet enfant. Je vous mettrai un lien dans les notes de cet épisode pour aller écouter l'épisode avec Elodie qui a fait un bébé toute seule, qui a aujourd'hui 11-12 ans. C'est une sacrée Zumba. Ouais. Donc oui, peut-être que cette préservation des ovocytes va me mener dans 1, 2 ou 3 ans à avoir un désir de maternité qui aura encore plus grandi. Et ça sera peut-être une évidence de faire ce bébé toute seule. Mais est-ce que je peux 2 secondes garder
mon fantasme. Croire en l'amour. Est-ce que on peut me laisser avoir ce cœur ouvert qui croit en l'amour et qui croit au fait qu'on peut, on peut faire un bébé à deux. Est-ce que c'est possible de me laisser ça 2 secondes? Et si si je change d'avis, je change d'avis. Mais ça a été le cas de beaucoup de personnes. Ils étaient persuadés que j'allais du coup faire un bébé toute seule vu que je me lançais dans cette démarche. C'était pour ça que je le faisais. N'hésitez pas à poser des questions aux gens et à s'intéresser à ce qu'ils veulent et à ce qu'ils font plutôt qu'à venir projeter vos trucs. C'est ça. Si on peut vous donner un petit conseil, exactement, vous qui nous écoutez. Ouais. Donc voilà, je sais pas si j'ai répondu à ta dernière question, mais... Si. Est-ce qu'il y a un truc sur lequel je t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler? Non, je crois qu'on a fait le tour. Je te disais qu'il y avait 2 choses qui me semblaient être importantes dans le partage. C'était de donner peut-être les détails vraiment précis de comment ça se passe. Si jamais il y a des personnes qui ont envie de le faire. Check, j'ai envie de dire. Je pense que là, on a passé beaucoup de temps. J'aurais du mal à rentrer plus dans le détail. Et la deuxième partie, c'était de partager... je te disais, oui, je pense que c'est ma philosophie de vie. Je reste persuadée qu'on ne vit pas une épreuve pour rien. Et encore, celle que je vis, je pense que c'est loin d'être la plus douloureuse. Mais je pense qu'on ne vit pas une épreuve pour rien. Et on a 2 solutions dans mon regard. On a 2 solutions face à une épreuve. Déjà, il faut la traverser, il faut la vivre, il faut être au fond du trou. Quand le nombre de jours, de minutes, de semaines où on a envie d'être au fond du trou si on en a besoin. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave. Et c'est OK. Il faut savoir complètement l'accepter. Il y a tellement de patients, malheureusement, qui luttent contre ce qu'ils ressentent. Oui. Tu vois? Faut savoir toucher le fond. Tu viens d'apprendre une mauvaise nouvelle ou tu vis une épreuve, tu vas avoir une première grande partie où tu vas être dans ça. Et je disais, pour moi, dans mon regard, il y avait 2 solutions. Après, quand j'ai commencé à être plus dans l'action et un petit peu moins sous le choc, soit je subis cette épreuve pleinement, et donc je vais passer 1 an et demi à me redire c'est injuste, pourquoi je suis pas avec cette personne, pourquoi j'ai eu mon déclic, tu vois. Soit je ressasse et mais après ça peut être une blessure émotionnelle qui fait que tu restes dedans aussi, il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, mais j'avais le choix pour moi dans ma représentation entre soit prendre ce chemin-là, soit prendre le chemin de si ça arrive, c'est vraiment pas pour rien, qu'est-ce que tu veux en faire de bien de ce truc-là? Comment tu le transmutes? Comment tu le transformes? Qu'est-ce que t'en fais de bien? Et je pense sincèrement que ça m'a apporté beaucoup. J'ai l'impression, en tout cas. Ouais, je reste persuadée que la femme que je suis aujourd'hui, si elle n'avait pas vécu cette épreuve, je serais pas là où j'en suis. T'as l'impression que ça t'a fait grandir en tant que femme? Pardon, je souris un peu parce qu'il y a un peu ce truc de... Devenir maman, c'est vraiment s'accomplir en tant que femme. Pardon. Oui, ça m'a fait... Oui, je sais pas si je dirais grandir, mais je me suis rencontrée à nouveau. Et je me suis réalignée à nouveau. Et Tu t'es perdue? Je sais pas, non, si je m'étais perdue, Qu'est-ce que tu dis à nouveau? Peut-être parce que j'ai la représentation qu'on peut se perdre très vite sans faire attention. Et sans qu'on soit réellement perdu, mais s'éloigner de soi. Ok. Tu vois, l'image que j'ai quand je t'en parle, c'est que quand je parle d'alignement, j'imagine un fil qui passe de ma tête au milieu et qui descend par mes pieds. Voilà. Quand tu me dis perdu, je pense pas être au fond du trou, j'imagine désaligné. Ouais. Et ça peut être rapide, tu vois, avec le quotidien, etc. Donc non, ça m'a vraiment réaligné. Et oui, j'ai complètement grandi. Et d'ailleurs, tous les projets pro que je mets en place en ce moment arrivent aussi, je pense, parce que je suis passée par là. Ok. J'accompagne les mamans, j'accompagne les bébés. Et tout ça s'est fait aussi en 1 an et demi. Des accompagnements que je proposais pas. J'étais que sur l'adulte exclusivement. Ouais. Donc ça me fait grandir aussi dans mon métier. Tu veux venir dire comment on fait pour te contacter? S'il y a des mamans et des bébés qui nous écoutent.
T'imagines le bébé qui prend le smartphone. Je crois que ma daronne a un petit problème là, il faudrait s'en occuper. Oui, je sais pas. Ça se fait dans tes épisodes de faire Oui, parfois, je propose. Ok. Je mettrai ton site internet, c'est ça? Bah voilà, c'est ça. Dans les Super. notes Bah voilà, super, exactement. de cet épisode. Voilà, ouais. Merci beaucoup, Kelly. Merci à toi. C'était super. C'est vrai. J'ai appris plein de choses. Ouais. L'aiguille et tout, c'était... Ah, tu vois, t'es resté bloqué dessus. Pas du tout. Moi, j'ai pris un grand plaisir, en tout cas. Et j'espère, c'était le but, j'espère que ça apportera des réponses. Ou ça permettra des réflexions. Moi, ça m'a apporté plein de réponses de questions que j'avais pas forcément en plus. Et je suis très heureux parce que c'est très complémentaire du témoignage. Je savais pas du tout où on allait, toi et moi, hein, tu vois. Donc, je suis très heureux parce que c'est très complémentaire du témoignage de Justine. C'est très cool. Ah, super. Je suis ravie. Tu l'écouteras. Ah bah avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.